Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Saison 4. Des parcours d'auteurs et autrices et des conseils de libraires. Réalisé par Laurence Bellon avec le concours des libraires de Dialogue. Le podcast qui donne envie de lire. En voyageant, je vois la situation des femmes partout. Ça paraît une banalité de le dire maintenant, mais enfin, je vois que, selon les mots de Gisèle Halimi, mais que c'est une malédiction d'être femme dans la plupart des pays du monde. C'est juste être née du mauvais côté. Voilà, il y avait une chance sur deux, paf, on est tombé du mauvais côté. Et dans la plupart des pays du monde, les femmes sont moins éduquées que les hommes, alors que quand elles ont le droit d'être éduquées, elles sont meilleures en classe, elles passent tous les concours, etc., elles les battent, mais dans de nombreux pays, elles sont moins éduquées, on ne met pas de l'argent, on n'investit pas de l'argent dans des filles, de toute façon, elles seront bonnes à marier. On les marie très jeunes, je ne vous parle pas des mariages qui se passent en Inde quelquefois à 5 ans, à 8 ans, etc. On les promet, enfin bon, de toute façon, elles sont bonnes qu'à ça, et donc à être des reproductrices, en gros, elles sont des ventres ou des utérus qui seront là pour perpétuer l'espèce, donc c'est tout ce qui importe, c'est évidemment pas leur bonheur. Et puis, une fois mariées, elles seront violées, parce que comment est-ce qu'on va appeler ça autrement quand on est marié très très jeune, qu'on a 14 ans ou 12 ans, et qu'on est marié à un type qui en a 40, ou un ami du père, et qu'on a une nuit de noces dans laquelle on ne connaît rien du tout, et qu'on est évidemment forcé, ça s'appelle un viol. Même si c'est conjugal, ça s'appelle un viol. Donc on sera violé, et évidemment battu. Je pense que la plupart des femmes, dans la plupart des pays, sont battues. Voilà. Et c'est terrible de se rendre compte de ça. Deuxième épisode de notre podcast avec Annick Cogent, grand reporter au journal Le Monde. Nous l'avons reçue à Dialogue à l'occasion de la parution de Nous y étions, recueil de témoignages bouleversants de 18 vétérans qui retracent heure par heure le D-Day. Et dans la préface de ce livre, elle écrit ces mots sur le métier de grand reporter. Ce titre ne veut pas toujours dire grand-chose, mais au Monde, mon journal, cela me donnait le droit de m'intéresser à tout. Une chance inestimable. Et il est vrai qu'elle a investi nombre de sujets très différents. Et pourtant, un fil s'est aussi créé pour elle, petit à petit. La question des femmes, de leurs droits, de leurs paroles, qu'elle transmet à travers plusieurs de ses livres. Elle nous dit tout de suite quelques mots sur son engagement féministe et la façon dont il s'est construit et affirmé au fil de sa découverte du monde. Il s'est vraiment construit parce que je pense que... je crois que je n'y pensais pas trop au fond quand j'ai commencé mon boulot. J'avais vécu dans une famille où c'était évident que je ferais des études, pas moins ni plus que mes frères. Enfin voilà, on ferait ce qu'on voudrait. Voilà, c'est ça qui était important. Il fallait qu'on s'épanouisse et il y avait de ce point de vue-là totale liberté. Puis j'avais la motivation de ma mère quand même. J'avais aussi son exemple et quand même elle était dépendante malgré tout de mon père. Je dirais pas que c'était lui qui commandait, mais enfin si, c'était quand même le mâle qui rapportait l'argent à la maison et elle devait faire attention. Déjà, c'est incroyable. Enfin, elle devait faire attention, lui rendre des comptes. Enfin, déjà, j'aimais pas ce moment-là où c'est ce que je voyais. C'est drôle parce que Simone Veil m'a raconté exactement la même scène qui la rendait également malade quand sa mère rendait des comptes à son père et ça la révoltait. Et Gisèle Halimi m'a raconté la même chose, et pourtant ce sont des milieux à chaque fois extrêmement différents. L'un était très bourgeois, l'autre était très pauvre, Gisèle Halimi. Et la mère rendait aussi les comptes. Et la petite Gisèle, qui avait des difficultés de relation avec sa mère, c'était le seul moment où elle se sentait totalement solidaire de sa mère. Et ben moi, j'ai vécu ces scènes-là en étant totalement solidaire et en sentant l'humiliation. Ma mère le vivais pas comme une humiliation, mais je trouve que ça l'était quand même d'une certaine façon. Et pourquoi tu as dépensé ça? Et qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est encore cette note de téléphone? Enfin, non mais je rêve. C'était pour notre bien, c'était pour le bien du foyer. Enfin, comment? Et je le ressentais très très mal. Bon, je m'appelais pas féministe à ce moment-là. Le mot m'était pas très très familier. Il m'était sympathique, mais pas familier vraiment. Et puis je fais mes études, bon, comme les garçons. Franchement, je vois des choses qui ne me plaisent pas, etc. Mais bon, je sens que je vais faire ma voie comme comme je le voudrais. Et puis petit à petit, en voyageant, je vois la situation des femmes partout. Ça paraît une banalité de le dire maintenant, mais enfin, je vois que
selon les mots de Gisèle Halimi, mais que c'est une malédiction d'être femme dans la plupart des pays du monde. C'est juste être né du mauvais côté. Voilà, il y avait une chance sur deux, paf, on est tombé du mauvais côté. Et dans la plupart des pays du monde, les femmes sont moins éduquées que les hommes, alors que quand elles ont le droit d'être éduquées, elles sont meilleures en classe, elles passent tous les concours, etc., elles les battent, mais dans de nombreux pays, elles sont moins éduquées, on ne met pas de l'argent, on n'investit pas de l'argent dans des filles, de toute façon, elles seront bonnes à marier. On les marie très jeunes, je ne vous parle pas des mariages qui se passent en Inde quelquefois à 5 ans, à 8 ans, etc. On les promet, enfin bon, de toute façon, elles sont bonnes qu'à ça, et donc à être des reproductrices, en gros, elles sont des ventres ou des utérus qui seront là pour perpétuer l'espèce, donc c'est tout ce qui importe, c'est évidemment pas leur bonheur. Et puis, une fois mariées, elles seront violées, parce que comment est-ce qu'on va appeler ça autrement quand on est marié très très jeune, qu'on a 14 ans ou 12 ans, et qu'on est marié à un type qui en a 40, ou un ami du père, enfin, et qu'on a une nuit de noces dans laquelle on ne connaît rien du tout, et qu'on est évidemment forcé, ça s'appelle un viol. Même si c'est conjugal, ça s'appelle un viol. Donc on sera violé, et évidemment battu. Bien sûr, la force du mari s'exercera, sa virilité s'exercera en battant sa femme. Voilà. Je pense que la plupart des femmes, dans la plupart des pays, sont battues. Voilà. Et c'est terrible de se rendre compte de ça. C'est juste insupportable, c'est juste incroyable. Alors, il y a des tas de... Il y avait, parce que là, je parle même de choses il y a 30 ans ou 40 ans, quand je commençais mes voyages, etc., de dire... c'est dingue, c'est insupportable. Comment ça se fait? Et ça, c'est Gisèle Halimi aussi, qui disait, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas une révolution des femmes? Enfin, comment ça se fait qu'on renverse pas la table? Comment ça se fait que les gens ne soient pas dans la rue? On était dans la rue à un moment donné pour dénoncer l'apartheid en Afrique du Sud. On était dans la rue pour certaines grandes causes. Et là, cette cause des femmes qui concerne quand même une personne sur deux, on ne se mobilise pas davantage. Là, ce qui se passe actuellement en Afghanistan, enfin, elles sont complètement étouffées, les femmes, elles sont en train de se suicider. Il y en a qui se tombent dans des dépressions épouvantables. Enfin, il y en a qui préfèrent mourir plutôt que de rester chez elles, complètement enfermées. Elles n'ont plus le droit d'aller à l'école, elles n'ont plus le droit de se cultiver, elles n'ont plus le droit de s'habiller normalement, elles n'ont pas le droit de sortir. Et on ne fait rien. Mais rien. Et même beaucoup d'organisations féministes me déçoivent beaucoup parce que je pense qu'il devrait y avoir une solidarité minimale. On devrait, je sais pas, tous les samedis, il devrait y avoir des marches, etc. Rien, pratiquement rien. Donc voilà, j'étais stupéfaite de ce que je voyais. Et quand après, il y a différents terrains dans lesquels je suis allée, en Libye, où j'ai commencé à travailler sur les viols de Kadhafi, mais le viol arme de pouvoir. Et ensuite, pendant la Révolution, pendant la guerre, armes de guerre. À la suite de ça, j'ai travaillé sur la Syrie, et puis les Yézidis en Irak, au Congo, viol de guerre. Eh bien oui, si on veut humilier ou si on veut prendre un village et le capturer, en gros, hommes et femmes, eh ben on s'en prend aux femmes, et de toute façon, ça vexera les hommes qui possèdent les femmes, leurs sœurs et leurs filles et leurs épouses. Et donc, si on veut les faire se rebeller ou partir, ou émigrer, ou délaisser leur village dans lequel il y a des ressources, etc., eh ben on viole les femmes. C'est toujours pareil, c'est une monnaie d'échange, c'est une monnaie de chantage. C'est juste insupportable, réellement. Donc c'est vrai que j'ai commencé à écrire là-dessus. Petit à petit, je crois que ma sensibilité féministe est devenue de plus importante. Et puis simplement, même chez nous, en France, des sujets qui me frappaient. Mais même quand on regardait j'ai pas les statistiques là en tête, mais quand on faisait des études sur le pourcentage de femmes interviewées dans mon journal, dans l'ensemble de la presse, mais dans mon journal, était ridicule par rapport à celui des hommes. Je sais pas, je vais dire c'était 20%. Voilà, quel est le nombre de femmes citées à la une du Monde? Tout petit pourcentage. Bah oui, elles sont pas généraux, elles n'étaient pas beaucoup ministres, elles n'étaient pas... Bon, la parité a fait beaucoup de choses et a changé beaucoup de choses. Mais donc, quand on me demande de relancer un rendez-vous que j'avais déjà créé il y a de nombreuses années, mais je ne serais pas arrivée là-ci, eh ben je mets un point d'honneur à interviewer beaucoup de femmes, à redresser la barre et de faire qu'il y en aura au moins une sur deux, voire plus qu'une sur deux. Voilà, parmi mes entretiens. Et même si j'interviewe aussi des hommes et avec grand bonheur, j'ai fait un livre rien qu'avec les femmes.
Parce que là, pour le coup, je trouve que ça nous rapproche les unes des autres et ça nous donne de la force. Oui, mais ça inspire les Je femmes et crois. les petites filles. Oui. Et c'est aussi Oui. votre responsabilité de journaliste. Ah voilà, ça c'est devenu totalement une sorte de devoir, de devoir personnel. Et c'est vrai que c'est une satisfaction de me dire, bah voilà, au moins dans ces 2 livres, ça fait une 60aine de femmes, c'est écrit dans le marbre, c'est dans un livre, donc ça restera et ça peut, voilà, inspirer et donner de la force aux jeunes filles. La vie n'est pas linéaire, la vie est souvent une course d'obstacles et on peut les vaincre. Vous évoquiez tout à l'heure la Libye, et en effet, ça aussi a été un jalon important de cet engagement féministe. Quand vous êtes allé couvrir la fin de la dictature, que vous avez rencontré Soraya, qui était l'esclave sexuelle de Kadhafi dans son harem pendant 5 ans, et donc vous avez écrit ce livre bouleversant qui s'appelle Les Proies. Cette parole de Soraya, comment est-ce qu'elle est arrivée jusqu'à vous? Qu'est-ce qui l'a rendu possible, et est-ce qu'il était important pour cela d'être une femme journaliste? Ah oui. Alors d'abord, c'est vrai que j'avais voulu aller en Libye à la fin. On ne savait pas d'ailleurs. Il se trouve que je suis arrivée la veille de la mort de Kadhafi, enfin du lynchage de Kadhafi. Mais on ne pouvait pas savoir, ça pouvait encore durer des mois. Bon, j'avais demandé à y aller. Je n'étais pas au service étranger, donc c'était un terrain un peu gardé. Mais j'ai dit, je veux faire une enquête sur les femmes et la révolution. On ne les a pas vues beaucoup dans la rue, je ne sais pas. On a vu beaucoup les Tunisiennes, les Égyptiennes, mais les Libyennes, je ne sais pas. Et comme ce dictateur était entouré de gardes du corps féminins, on l'a dit quelquefois féministe, quelle folie, mais enfin bon, il faisait passer ce message. Et ben, je voulais savoir où elles en étaient, les femmes. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on m'a laissé partir, parce qu'il y avait on avait au moins 2 journalistes en tout cas qui étaient en Libye. Et là, on s'est dit, bon, ça va, elle va enquêter sur les femmes. Elle va pas nous gêner. Et en enquêtant, d'abord, je pense que moi, j'avais une motivation personnelle pour être intéressée par ça. Et je savais, quelqu'un m'avait dit, il y a sûrement des viols. Mais voilà. Et là, pour le coup, j'arrivais avec une vraie naïveté, dont je m'en veux d'ailleurs maintenant, parce que j'ai sûrement été maladroite. Et je pouvais, quand j'avais de longues conversations avec des femmes qui me disaient, il s'est passé des choses atroces, vous n'imaginez pas, etc. Je disais, ou bien quand elles me disaient, j'ai été emprisonnée, ça a été très dur. Et je leur disais, vous avez été violée? Et elles me disaient, oh non, non, oh non, 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 pas moi. Mais je sais qu'il y en a. Mais ah non, non, pas moi. Et quelqu'un de votre famille? Ah non, 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 pas dans ma famille. Ah non, non, oh non, non, non. Mais voilà. C'est là que je me suis rendu compte, mais que c'était un tabou total. Comment je pouvais imaginer que moi qui arrivais avec mes yeux bleus, donc vraiment d'un autre pays, et avec ma naïveté, elles allaient me dire ce qu'elles ne peuvent même pas avouer à leur mère, encore moins à leur époux, parce que de toute façon, sans ça, ils s'en sépareraient. Alors, voire tenteraient de les tuer. J'ai eu plusieurs exemples. Donc évidemment qu'elles n'allaient pas me confier comme ça leurs secrets. Et j'ai longtemps cru que c'était l'enquête impossible. Je préparais même dans ma tête un sujet qui était un échec quand même, l'enquête impossible, pour dire je sais que ça existe, mais j'ai pas la preuve, j'ai pas eu de témoignage. Voilà. Et puis le hasard a fait que j'ai rencontré cette jeune fille qui arrivait de Tunisie, qui était paumée. C'était la fin de la Révolution, les gens tiraient en l'air des rafales de Kalachnikov, etc. Tout le monde était ravi. Et elle était apeurée. Et donc je commence à lui parler, etc. Et elle me dit, j'ai été violée. Alors je me dis, oh bah c'est incroyable qu'elle me le dise, vraiment, il faut qu'elle soit perdue, etc., qu'elle me fasse confiance. Puis tout d'un coup, elle dit, par Kadhafi. Oh bah alors là, j'avais même pas imaginé une chose pareille. Et en tirant le fil et en gagnant sa confiance, etc. Et j'ai d'abord fait un premier article pour Le Monde. Et puis après, j'ai décidé de repartir toute seule en Libye pour enquêter sur cette affaire, la voir, etc. Parce que je me dis, il y a un truc énorme à dénoncer. J'avais encore là, quand je vais sur un terrain, j'essaie d'avoir quelques livres que je peux trouver très vite. Et là, j'avais encore 2 livres qui exaltaient, en gros, le féminisme de Kadhafi. Donc, remettons un peu les choses, et là, pour les choses en place, et dénonçons cette escroquerie et ce scandale épouvantable. Donc, c'est vrai que j'ai passé un peu plus de 2 mois en Libye et à repartir sur les traces de Soraya. Alors, c'était très compliqué, je devais me cacher, etc. C'était pas simple, mais j'avais l'impérieuse nécessité de dénoncer ça. Les Proies, c'est un livre bouleversant et glaçant.
Annick Cogent nous y livre le témoignage de Soraya, jeune Libyenne, enlevée alors qu'elle avait tout juste 15 ans et qui a été pendant 5 ans l'esclave sexuelle de Kadhafi. Violée, battue, droguée, victime des perversions du dictateur, elle ne pourra s'échapper de cet enfer que peu avant la Révolution, en 2011. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, Annick Cogent nous offre une plongée dans l'enquête qu'elle a menée en Libye et montre que le cas de Soraya n'était pas isolé, mais relevé d'un véritable système global d'utilisation du viol comme arme de pouvoir et de guerre. C'est un ouvrage qui met des mots sur un véritable tabou, qui ouvre les yeux sur une réalité méconnue de la dictature libyenne, une lecture qui heurte, qui révolte, qui ne peut laisser indifférent, un document qui, je crois, est nécessaire. Lorsqu'Annick Cogent est venue à la librairie, c'était pour nous parler de Nous y étions, ouvrage paru aux éditions Grasset, qui retrace heure par heure le jour du débarquement grâce aux voix de 18 vétérans. Au fil des pages de ce livre haletant, qui se lit d'une traite, on vit véritablement la plus grande opération militaire de tous les temps en se tenant au plus proche de ceux qui y étaient, américains, polonais, anglais, français, canadiens, mais aussi allemands. Tous avaient des rôles différents, ont eu des vécus singuliers, mais pour chacun et chacune d'entre eux, cette aventure profondément humaine est demeurée le jour le plus long et le plus important de leur vie. Annick Cogent a depuis l'enfance été fascinée par le débarquement, dont sa maman, qui l'avait vécu, lui livrait des récits vivants et inoubliables. Mais les 18 articles réunis dans cet ouvrage ont été ensuite le fruit d'une longue enquête, dont elle nous a parlé lors de la rencontre qui a eu lieu à la librairie. Nous en écoutons tout de suite un extrait. Au moment du 50e anniversaire, je savais que ça allait être énorme en Normandie. J'y avais encore une grande tante, 2 oncles. Et j'avais un lien quand même avec le débarquement. Et donc je me suis dit, je vais chercher des vétérans. Je vais chercher ceux que ma mère aurait pu croiser quand elle était petite. Et j'ai cherché. Je n'osais pas le dire à mon journal à ce moment-là. Donc je suis allée à New York pour d'autres raisons, d'autres prétextes, de reportages, à Toronto. Et le week-end, je cherchais des vétérans. Et j'en ai trouvé. Et mes premiers contacts, alors j'étais pas bien préparée, je vous avoue. Franchement, j'avais pas encore lu tout ce que j'aurais dû lire, etc. C'était un peu flou dans ma tête. Mais ils ont accepté de me rencontrer. J'ai été quelquefois invitée à déjeuner avec eux à New York. Je me rappelle, par exemple, un grand héros, d'ailleurs, qui est dans mon livre, Len Lommel, et qui avait accepté avec un de ses compagnons, d'ailleurs, de me rencontrer au restaurant. Et il me disait, vous savez... mais je posais des questions qui étaient d'une naïveté. Je ne comprenais pas, par exemple, pourquoi... ce débarquement, qui est quand même une opération de dingue, quand on y pense, comment ça a été organisé, la mécanique de précision à la minute près, comment on a fait travailler ensemble des hommes, des régiments, des corps de métier qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, des gens qui ne parlaient pas toujours la même langue, etc. Enfin, c'est gigantesque quand on s'y intéresse. Mais enfin bon, je ne savais pas, par exemple, pourquoi on avait débarqué à marée basse plutôt qu'à marée haute. Je me disais, c'est quand même plus simple de débarquer à marée haute. Il y aurait eu moi à courir sous le feu des Allemands. Eh ben non, évidemment, me disait-il, mais il y avait tellement d'obstacles posés sur les plages par Rommel. Et on me parlait notamment des fameuses asperges de Rommel. Et les asperges, alors il prenait mon vétéran, mon fameux Len Lommel, qui est un grand héros réellement, mais je ne savais même pas à l'époque. Mais il me prenait une fourchette, un couteau, il me montrait, mais voilà, si on croise la fourchette et le couteau, vous imaginez ça sur une plage, nous, nos bateaux qui seraient arrivés par-dessus, mais ils se seraient embrochés. Et puis là-dessus, au-dessus des asperges de Rommel, qui étaient des grands pylônes, eh bien, il y avait des mines. On aurait tous sauté, etc. Donc il fallait la marée basse pour qu'on puisse voir ça, évidemment, de loin. Il fallait qu'on arrive à l'aube, donc on avance dans la nuit pour surprendre, et puis qu'on les voit. Donc il fallait un peu de jour, mais les surprendre. Donc il fallait qu'on n'ait pu naviguer la nuit. Et puis pour les parachutistes, il fallait qu'on saute, si possible, qu'il y ait la lune et la pleine lune. Donc tout ça, ça faisait que 3 jours possibles dans le mois. Et d'ailleurs, si on reculait, si c'était pas le 6 juin, ça aurait été au mois de juillet.
Enfin bref, donc petit à petit, j'apprenais la chronologie du débarquement, j'apprenais tous les obstacles. Ah oui, je comprenais comment, et je peux dire, vous auriez dû débarquer à marée haute. Enfin bon, bref, j'apprenais tout ça. Et ils étaient d'une patience. Et à ce moment-là, ils avaient, bah oui, comme c'était il y a 30 ans, ils avaient 67, 70 ans, 72 ans. Ils étaient forts, ils avaient des souvenirs qui étaient complètement intacts. Ils étaient passionnés. Ils voyaient cette jeune, à l'époque, journaliste, qui avait l'air d'être passionné par cette histoire, et donc ils avaient envie de raconter. Et je prenais tout en note, je les écoutais, j'étais réellement fascinée. Et donc j'en ai eu 1, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10. Et je me disais, mais c'est incroyable, là, tout d'un coup, on me raconte cette histoire très concrète. Je suis au ras du sol avec eux, je rampe avec eux sur le sable d'Omaha Beach ou d'Utah Beach. Je suis dans la barge avec les mecs du commando Kieffer. Les bombes sont au-dessus de moi. À un moment donné, je suis d'ailleurs dans un... Je passe devant le cimetière. J'étais évidemment allée au cimetière américain de Colville, près d'Omaha Beach. Je suis passée dans un cimetière canadien également. Et puis, je vois le cimetière allemand qui est un peu plus loin, qui est très différent des autres d'ailleurs. Ce sont des petites tombes noires, enfin des petites dalles noires rondes. Et puis, il y a une croix de temps en temps, pas sur chaque dalle. Et je suis très intriguée. Donc, j'y vais. C'est plombant, hein, c'est un vrai sentiment quand même très fort. Et là, je vois un monsieur qui est courbé devant une tombe. Et je le regarde, je me dis, oh là là, c'est un vieux monsieur allemand, peut-être c'est ses copains qui sont là, peut-être. Qui est-il? Un Allemand? C'est vrai que je n'ai pas pensé aux Allemands à ce moment-là. Moi, j'étais avec mes héros qui avaient fait des choses fantastiques. Et je le regarde, et puis on s'est souri, et puis on s'est rapprochés, puis on a commencé à parler en anglais. Il parlait un peu de français, mais là, c'était essentiellement en anglais. Et je me rends compte que c'est dingue, que j'ai en face de moi un jeune homme. Là, il avait 67 ans, mais à l'époque, il avait 17 ans. Et il était dans un blocos. Et il me raconte la vie dans un blocos. Alors pour moi, dans ma tête de petite fille, c'était les méchants. Hein, c'était quand même c'était l'ennemi, évidemment. Le clerc de mon père, l'employé principal de mon père, il parlait que des boches quand j'étais petite. Hein. Et là, j'avais un boche en face de moi. Mais un boche tellement sympa. Et puis qui me raconte, bah oui, il avait été enrôlé de force. D'ailleurs, s'il avait dit non, on aurait fusillé sa famille, donc il n'y avait pas le choix. Hein. Il était couvreur, son père était couvreur, son grand-père était couvreur en Westphalie. Et lui aussi, il voulait devenir couvreur. Et puis il se retrouvait là, soir du D-Day, dans son blocos. À minuit, il rentre dans le blocos, il rentre dans sa couchette, il tire ses bottes qu'il laisse au pied de son lit. Puis il se dit, j'ai 4 heures de sommeil quand même, je suis crevée. Puis il dit, on s'habituait à la Normandie, on allait commencer à s'habituer, parler un peu aux Allemands, j'apprenais quelques mots, j'allais à la ferme chercher des œufs, je parlais à la fermière qui était gentille, puis je me disais, bah, si la guerre dure, on deviendra copains avec les Français, c'est sûr, ils vont s'habituer à nous, c'est évident. Puis, dit-il, on était tous très jeunes, on n'aimait pas nos chefs. D'ailleurs, je me disais, si un jour ça chauffe, je ne serais pas étonnée qu'il y en ait un qui soit tué par l'un des nôtres. Waouh, ambiance dans l'armée allemande. Et puis, disait-il, on avait des nouvelles. Moi, j'attendais des nouvelles de ma mère tous les jours. Régulièrement, j'avais du courrier. Elle me donnait des idées, des nouvelles du village. Et puis, un de mes copains a eu sa sœur qui était morte. On était toutes désolées pour lui. On avait des nouvelles terribles, des bombardements aussi en Allemagne. Ben oui, on était en mai, ça se rapprochait de juin. Et puis, cette nuit-là, donc... il rentre dans sa couchette et pensant pouvoir dormir 4-5 heures. Et puis à 1 heure du matin, alerte générale. Et puis quelqu'un hurle, ils arrivent. Ils arrivent, alors c'était déjà arrivé plusieurs fois. Il a envie de se recoucher en disant, ça va, on l'a déjà fait ce coup-là. Non, cette fois-ci c'est vrai. Ils arrivent, les Américains arrivent. On n'en est pas très sûr, mais enfin il bondit quand même dans ses bottes. Et puis son poste, c'est la mitrailleuse juste en face d'Omaha Beach. Il est donc le jeune homme, un des jeunes hommes qui était à Omaha, cramponné à sa mitrailleuse. Et donc, il attend toute la nuit. Il y a quelques bombardements. Il a très peur. Il essaie de se protéger, etc. Il est accroché à sa mitrailleuse. On lui dit, le jour va venir, mais si tu les vois arriver, tu tires. Essaie d'attendre de voir leur visage. Et à un moment donné, il regarde. Il n'est pas sûr, parce que le voile de la nuit s'est déchiré. Il voit des bateaux sur la mer, alors que la mer, il n'y avait rien.
par les obstacles de Rommel, mais il voit des formes, il dit, il peut pas croire, les formes se rapprochent. Il se dit, pour se rassurer, ça doit être des bateaux allemands. C'est obligé, c'est des bateaux allemands. Et puis il se rapproche, et puis là, c'est pas 5 bateaux, c'est 50, et puis c'est 500. Et c'est des milliers. La mer est couverte de bateaux. Et c'est pas des bateaux allemands. C'est des bateaux américains, c'est des bateaux alliés. Et là, il est mort de trouille, il fait sa prière, etc. Et il me raconte tout ça. On est encore, quand il commence à me raconter ça, on est encore dans le cimetière l'un et l'autre. Et je lui dis, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'assoie quelque part. Enfin bon. Et il m'a raconté. Là, je me suis dit, mais c'est vrai. Le débarquement, pour le comprendre, il faut être des deux côtés, il faut être de tous les côtés d'ailleurs. Donc j'ai eu des Américains, mais il faut que j'ai des Anglais, il faut que j'ai des Canadiens, il faut que j'ai des Français. C'est là que j'ai rencontré un petit résistant, il a 21 ans, lui aussi, il va, la nuit du D-Day, il va écouter, c'est son copain d'ailleurs, c'est pas lui qui va entendre sur Radio Londres la phrase qui veut dire, ça y est, allez-y, il faut saboter une ligne de chemin de fer, la ligne pour évidemment que les Allemands puissent pas bouger, etc., etc. Donc, il faut que j'ai des éléments très, très différents pour avoir une idée. Et à ce moment-là, quand j'ai eu plusieurs témoignages, j'ai osé frapper à la porte de mon directeur pour le dire, je crois que j'ai un truc bien quand même. Moi, j'ai jamais lu ça, hein, vraiment. Je trouve que c'est passionnant. Je peux raconter le D-Day pratiquement heure par heure. Il faut que tu me donnes de la place, ou vous me donnez de la place. Je crois que je le vous voyez encore à l'époque. Et je savais très bien quand j'avais des émotions, c'était encore une époque où je rougissais très vite. Et je devenais très chaude et je me disais, oh, il va voir que je suis émue parce que je sens que je deviens très rouge. Et il me dit, tu as besoin de combien de places, Annick? Et je dis 18. J'ai besoin de 18 pages. Ce qui est dingue, parce qu'en général, on peut avoir 6 pages pour une série, mais 18 pages, ah non, ça, j'avais jamais vu. Et je lui dis, je me disais, en fait, je voudrais faire le D-Day, donc c'est 24 heures. Je devrais lui demander 24. Mais déjà, en me demandant 18, je me dis, c'est dingue, demander 18, il va m'en donner 6, une semaine. Une semaine, c'est si on a 6 journaux, on ne publie pas. Le papier, en tout cas, n'est pas publié le dimanche. Donc, ça fait 6 jours. 18 papiers, ça faisait 18 jours. Bon. Il me dit oui, ok. Je me dis, j'aurais dû demander 24, mais enfin bon, tant pis. 18, c'était déjà formidable. Et donc, je suis partie en dansant dans mon service en disant, waouh, ça y est. Avec ce livre, on plonge dans l'histoire et vous transmettez et faites vivre une mémoire essentielle. En quoi est-ce que cette histoire, elle résonne aussi avec notre époque? Elle peut nourrir notre regard sur notre monde actuel? D'abord, moi, j'ai essayé d'être vraiment au ras du sol, quoi. On est au ras de la plage, on est sur le sable avec ceux qui débarquent sur Omaha ou sur Utah. On est dans le bocage normand. On est dans un blocos avec un jeune Allemand. On est vraiment... c'est pas un livre d'historien, c'est pas un livre de spécialiste. Je suis avec ces hommes-là et qui racontaient avec une flamme, une intensité qui m'a bouleversée. Je crois que c'est intéressant. D'abord, c'est passionnant parce qu'ils nous font vivre ces moments-là. Et puis, je pense que ça dit beaucoup de choses, surtout à notre époque. D'abord, il y a un message du D-Day quand même. Ça veut dire on est à une période où les alliances sont toutes remises en cause. On ne sait pas trop bien qui seront nos alliés. L'Europe quand même. Mais enfin, le départ de l'Europe, ça a été la fin de la guerre. Ça a été une volonté de se dire plus jamais ça, plus jamais la guerre avec les Allemands. On a réussi à se réconcilier, ce qui paraissait impossible pendant la guerre, on le voit quand même, ils se tirent dessus, c'est épouvantable, enfin bon, on a pu faire la paix avec eux, on a pu faire l'Europe, donc montrons à quel point c'est indispensable les alliances, cette alliance avec l'Amérique aussi, ces jeunes gars qui arrivaient d'une ferme de Wisconsin ou de l'Alabama, qui traversent l'Atlantique, qui ont 18 et 20 ans, qui quelquefois qui ont menti sur leur âge pour venir se battre au nom de la liberté, ça veut quand même dire quelque chose, donc on peut se réunir autour de valeurs qui soient absolument essentielles. Et parfois, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Parce que s'il n'était pas venu, qu'est-ce qui serait passé réellement? Si le débarquement avait échoué, qu'est-ce qui se serait passé? Bon, donc toutes ces interrogations, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, je pense que ça, le message du D-Day, c'est tout ça. L'union pour la paix. On a besoin de grandes coalitions. On a besoin de partager des valeurs. Et les
pays qui partagent des valeurs peuvent faire des choses ensemble, réellement. Donc c'est essentiel, pas d'isolationnisme, mais au contraire de partage et d'ouverture vers les autres qui partagent nos valeurs, qui partagent des valeurs de liberté et de démocratie. Et je pense que c'est essentiel. Ces moments, ces temps incertains, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez, j'ai retrouvé mes vétérans mai-18, hélas sans mort, mais j'ai retrouvé d'autres vétérans du D-Day ou de la campagne de Normandie récemment. Je suis allée en voir en Californie, j'en ai rencontré à Londres. Tous ont très très peur. Et tous me disaient, il y a des vents mauvais qui soufflent actuellement. On n'avait pas ressenti ça depuis 1939. Non, ça fait peur quand même quand ce sont des gens comme ça qui ont vécu cette guerre. Il se trouve que j'ai interviewé Boris Cyrulnik hier qui me disait la même chose, qui a très peur de ce qui se passe, les montées du racisme, de l'antisémitisme. Boris Cyrulnik a été un enfant caché pendant la guerre. Enfin bon, c'est terrible qu'un homme comme ça, qui a cette pondération, cette douceur, cette sérénité apparente en tout cas, et qui dit « j'ai peur, je pensais ne jamais vivre ce qu'on vit actuellement ». Donc il y a des signes, et puis tout ce point de l'Ukraine quand même. Les incertitudes de Poutine, ou ses errances, sa volonté d'hégémonie, et ce rappel qu'Hitler, après tout, a commencé par un pays, puis un autre, etc. Donc c'est vrai que ce message si positif quand même, parce que les récits sont parfois un peu douloureux, même si ils ont de l'humour et qu'ils s'en étaient tirés, ceux qui m'en parlaient, mais malgré tout, il y a un vrai message d'espoir du D-Day. Est-ce que pour terminer, vous accepteriez de nous donner un conseil de lecture, un livre que vous auriez aimé récemment ou qui vous accompagne depuis très longtemps? Eh bien, je vais dire un livre que j'ai découvert avant de publier mon livre. Et je me dis, c'est incroyable. Il a lu déjà mes vétérans, quoi. C'est un livre de Hugo Boris qui s'appelle Débarquer. Et je ne l'avais pas remarqué. Il est paru, je crois, il y a 2 ans. J'ai grassé aussi, je l'ai lu en livre de poche, Débarquer. Et c'est formidable. Et je vous assure, ça ne m'était pas arrivé depuis plusieurs années, sans doute, de pleurer, d'être bouleversée. J'ai eu des larmes réellement en lisant un petit passage à la fin de son livre. Et je me dis, il a tellement compris. Bon, c'est l'histoire d'un vétéran, je ne vais pas vous dire. Il fait des liens entre 44 et maintenant, 2024 ou 2023. Je ne sais pas quand il a écrit ça, 2023 sans doute, en Normandie. C'est extraordinaire. Il écrit merveilleusement. C'est un garçon qui a une sensibilité, qui a une gentillesse en plus. C'est passionnant. Et j'ai pleuré en le lisant. Donc, quand même, chapeau. Eh ben, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce double épisode des Éclaireurs de dialogue. Un immense merci à Annick Cogent de l'avoir rendu possible. J'espère que cette plongée dans son parcours vous aura donné envie de découvrir ses livres, dont vous trouverez toutes les références en description de cet épisode. Ils sont bien sûr disponibles à la librairie et sur notre site internet librairiedialogue.fr. Et si vous voulez en savoir plus sur Nous y étions, le film de la rencontre avec Annick Cogent qui a eu lieu à la librairie est disponible en intégralité sur notre chaîne YouTube. Et si cet épisode vous a plu, on compte sur vous pour le partager et en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. À très vite et belle lecture d'ici là.